La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vincent, Canal+, la télévision française que tout le monde connaît en Suisse romande. Les nuls, pour les vieux comme moi, le cinéma, le football. Pour vous, Vincent, qu'est-ce que c'est Canal ? Moi, c'était Bref, c'est une mini-série de Cannes Kojandi qui était diffusée pendant la fin de mon adolescence. Bref, Canal est donc aussi présente en Suisse romande depuis plus de 10 ans et l'entreprise vient de changer de CEO. Quels sont ses projets ? Myriam Rakib est notre invitée aujourd'hui dans B2B. Bonjour Myriam Rakib. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pour ce portrait, on va remonter un petit peu le temps et on va remonter de 12 ans. Le temps, une expérience à New York que vous avez faite de plusieurs années, presque 3 ans notamment chez Oliver Wyman. C'est une entreprise spécialisée dans le conseil stratégique et vous avez fait partie des premières équipes de consultants à travailler pour Netflix en 2012. Ouais. En quoi consistait votre travail pour ce grand groupe ? Alors, c'était une petite mission. C'était la première fois que Netflix faisait en fait appel à un cabinet de conseil. Ils étaient à ce moment-là seulement lancés aux États-Unis et considéraient un lancement en Europe avec 2 pays en ligne de mire, les pays scandinaves en règle générale, et puis la France. Et donc, ils ont fait appel à un cabinet de conseil basé à New York, mais avec une collaboration avec le bureau français. J'ai fait aussi partie du bureau français pendant quelques temps, un petit stage là-bas, et donc j'ai travaillé en collaboration avec eux pour les aider à comprendre le marché et du coup comprendre quelle est la stratégie pour intégrer ce nouveau marché. Vous travaillez directement avec les équipes de Netflix. Vous étiez intégré partiellement à la structure. Comment ça se passait ? Non, c'était vraiment une mission de consulting qui était plus assez classique, travail en chambre. On regarde le marché, on regarde les acteurs actuels, les législations, la régulation, les dynamiques de marché. Et puis ensuite, on avait du coup des points réguliers avec Paul Hastings à ce moment-là, qui nous challengeait de façon assez rude sur les stratégies de lancement sur ces marchés-là. Pour une Française à New York, expliquer la France aux Américains, ça se fait comment ? Alors, ça se fait alors, c'est vraiment un marché qui est très différent. La partie où les Américains vont un peu ouvrir les yeux et la partie, bien sûr, législation-régulation. En fait, globalement, un Américain, mais même partout, ici, même en Suisse, quand on parle de la législation en France, c'est assez. La régulation est quand même très forte. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise pour eux. C'est un marché. Exemple de régulation qu'il fallait avoir en tête. Alors, typiquement, un gros impact, c'est la loi de la chronologie des médias. La chronologie des médias protège, du coup, entre autres, les acteurs de Pay TV, puisqu'ils ont une fenêtre où les films qui sont passés au cinéma ne sont disponibles que pour la Pay TV. Et puis la SVOD, typiquement Netflix, a une fenêtre un peu plus lointaine de disponibilité. Donc ça, c'est une chose qui n'existe pas en Suisse, mais aussi pas aux États-Unis, et qui est construit pour protéger le cinéma français, puisque Canal+, entre autres, est un fort contributeur et a des obligations d'investissement dans le cinéma français. Et donc, il y a une fenêtre qui est mise en place et qui protège, du coup, ce qu'on appelle la fenêtre de Pay TV. Ça, c'est complètement nouveau. Enfin, c'était à ce moment-là complètement nouveau pour eux. Et ça a été un peu une des surprises de cette mission. Là, c'est très technique au niveau artistique du cinéma, de la plateforme. Ça collait à la vision des Américains. Est-ce que vous connaissiez ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a encore, alors c'est marrant parce que vous me parlez d'artistique et je vais vous reparler encore de régulation, mais il y a aussi énormément de régulations qui gèrent ce sujet-là, et notamment la présence du cinéma français, en fait, dans le catalogue. Il y a des obligations aussi qui régissent le nombre de catalogues français que vous avez à l'intérieur, français et européens, à l'intérieur d'une plateforme, et ça, c'était nouveau, donc niveau artistique et niveau
production un petit peu, mais surtout en fait licensing des titres qu'ils devaient avoir, ça a été quelque chose qu'ils ont dû anticiper. Vous l'aviez dit tout à l'heure brièvement, un stage dans une antenne de ce bureau à Paris. Vous avez un stage de 7 mois que vous aviez fait un an avant. C'est un projet de vie d'aller travailler à New York ou c'est vraiment ce poste qui s'est ouvert et qui vous intéressait? C'était une opportunité. J'ai toujours été très intéressée par le marché américain. Donc c'était important pour moi de saisir l'opportunité. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce marché américain? Alors c'est marrant, mais du coup quand on est en Europe, c'est vrai qu'on voit toujours, on avait en tout cas il y a 10 ans encore, on avait un peu une image assez glorifiée des États-Unis finalement les États-Unis sont en avance, ils sont voilà, et ça m'intéressait du coup de vivre ce rêve américain. Et puis de pouvoir comprendre, peut-être un peu démystifier, un peu aussi. Qu'est-ce qu'il fallait démystifier? C'est pas si différent que ça de nous? Non, c'est pas si différent. C'est vrai que quand je suis rentrée en France, pour le coup, donc après New York, j'ai bossé aux États-Unis. Quand je suis rentrée en France, j'avais sur mon CV Silicon Valley. Et alors là, tous les yeux ont brillé. C'était alors que au jour le jour, mon travail à Paris et mon travail à San Francisco étaient sensiblement. Pas 35 heures par semaine. Ah non, pour le coup. Alors j'étais dans une start-up, c'est assez intéressant. C'était vacances illimitées. Donc, en réalité, on prenait pas de vacances. Il y avait une date de retour prévue quand vous êtes parti ou c'était là aussi illimité? C'était illimité. Quand je suis partie initialement, je m'étais dit on fait 6 mois, puis je suis restée 5 ans. Alors j'ai fait 3 ans, 2 ans et demi à New York et puis 2 ans et demi à San Francisco. Voilà, c'était encore une fois les opportunités que j'ai saisies. J'ai eu la chance de travailler sur des projets qui m'ont vachement emballée. J'ai eu une opportunité ensuite à San Francisco. Et puis, au fur et à mesure, on est installé et puis ça nous plaît. Le retour en France, c'était plus pour des sujets un peu personnels, familiales ou voilà, San Francisco, Paris, ça fait un petit peu loin pour voir la famille. Un mot de la Californie. Vous avez travaillé chez un éditeur de jeux mobiles, ouais. Pocket Games. Alors peut-être que le nom ne dit pas grand-chose à nos téléspectatrices et téléspectateurs, mais c'est l'éditeur du jeu War Dragons, un jeu de stratégie en temps réel qui est sorti en 2015, lancé en avril 2015. Oui, tout à fait. 6 mois plus tard, vous êtes de retour à Paris. Vous expliquez sur votre CV LinkedIn avoir participé au lancement d'un jeu. C'était celui-ci? Oui, j'ai travaillé sur celui-ci. En fait... c'était le premier, donc Pocket Games était un des premiers acteurs à lancer des jeux vidéo sur les mobiles. Et à ce moment-là, sur iTunes, etc., les applications qui généraient le plus de revenus étaient des applications de jeux vidéo, et c'est encore pas mal le cas. Donc ça a été finalement un des premiers acteurs à construire toute l'industrie, tout le marché autour des applications. Donc très intéressant, mais ils étaient les premiers. Et donc initialement, les premiers jeux il n'y a pas eu vraiment besoin d'avoir une recherche forte sur le marché, sur ce qui match au marché, parce qu'il n'y avait rien, en fait. Donc, finalement, c'était un petit peu un désert sur lequel ils ont installé un bar. Et au final, il y avait énormément d'attractivité au départ. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de bars, donc plus en plus d'applications. Et il a fallu avoir plus une démarche centrée client. Donc, comprendre le client, comprendre ce qu'il recherche, parce que, pour le coup, on peut très, très facilement, c'est un peu comme les recherches Google, il y a quelqu'un qui a très bien dit, la meilleure façon de se cacher est d'être dans la seconde page des recherches Google. Et c'est un peu la même chose pour tout ce qui est application sur l'App Store, Google Store ou l'Apple Store. Il faut avoir une présence, il faut avoir une stratégie et il faut avoir un marché qui est appétant à vos jeux. Et puis ensuite, le deuxième truc très important, c'est que la façon dont on génère des revenus, c'est finalement en ayant des in-app à l'intérieur, où on est obligé, in-app purchase, où on est obligé à un moment d'être frustré, de se dire « Ah non, là, il faut absolument que j'achète ce pack-là. Ah là, il faut absolument que je fasse ça. » Ou des collectionneurs qui vont plutôt se dire « Ah tiens, j'adore ce truc-là, on va le... » Et donc, voilà, c'est toutes ces mécaniques, finalement, qui sont
pour un jeu qui sont très émotionnels. Et du coup, c'est très compliqué de le faire voilà, dans un bureau, devant son ordinateur, avec ses collègues. Il faut comprendre le marché. Est-ce que ça correspondait, cette start-up, au rêve américain que vous aviez, au rêve comment on peut imaginer une start-up? Oui, c'est à peu près ça. Oui, il y avait des tables de ping-pong, il y avait plein de nourriture, il y avait plein de jeux vidéo partout. Mais il y avait surtout, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, des gens qui sont passionnés. Des gens qui sont ambitieux et des gens qui voient grand. Et ça, c'est le rêve américain pour moi. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi après, finalement, chez Canal+. Même en rentrant en France, où on a plutôt l'impression que c'est les régulations, vous l'avez dit, on a Ouais. parlé 2 fois de la France et 2 fois on parle de C'est vrai, régulation, c'est vrai. c'est quand même pas un hasard quand on revient dans cette Europe Il y a, qui je est pense, plus un peu vieille. plus de frustration, mais en tout cas, chez Canal, on a vraiment des passionnés de cinéma. Et moi, je suis arrivée à un moment où on a eu un nouveau directeur général en France, qui était extrêmement ambitieux et qui a transformé tout le business en France. Et faire partie finalement de cette transformation, ça a été vraiment très, très intéressant. Et faire partie maintenant de la transformation de la Suisse, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc finalement, cette dynamique que j'ai découverte en Californie, je l'ai retrouvée en France et je la retrouve en Suisse aujourd'hui. Donc. San Francisco, Paris, Lausanne. Vous arrivez dans l'entre-deux vagues de Covid en juillet 2020 à l'été pour développer justement Canal+ en Suisse. Vous connaissiez un petit peu déjà ce pays avant? Alors très peu, honnêtement. Je suis fan de ski, donc je peux pas dire que du coup, voilà, aller skier en Suisse fait de moi une connaisseuse de la région. Donc non, ça a été une découverte et honnêtement, ça a été vraiment une très belle découverte, une très belle rencontre. Mais c'était ce qui m'excitait aussi, c'était de pas connaître et de découvrir un nouveau monde, quoi. On parlait de différences d'attente au niveau artistique entre les États-Unis et la France. Entre la France et la Suisse, vous avez découvert un public différent, des attentes différentes? Alors, oui, très Lesquelles? honnêtement. Très honnêtement, en fait, il y a pas mal de choses où le cinéma français, ici, est quand même beaucoup moins fort qu'il peut l'être en France. Au niveau de l'aspect sportif aussi, bien sûr, il y a des spécificités qui sont très particulières à la Suisse. Le hockey. Voilà, le hockey, typiquement. En France, le rugby, la top 14, c'est très fort. Ça n'est pas du tout ici. Le ski. Voilà, donc il y a des particularités. Sur le cinéma, on voit aussi qu'il y a une forte appétence pour la Suisseness, dans le sens où à partir du moment où il y a un acteur suisse, un réalisateur suisse, Comme les Français avec leur suisse. cinéma. Exactement. Donc il y a un vrai besoin. Et je pense que ça, on l'a pour le coup, pour l'instant, pas assez développé. Et c'est un axe qu'on va travailler dans les prochaines années. Mais c'est vrai que il y a une nécessité d'avoir une offre locale qui correspond aux besoins des Suisses. Brice Domain a dirigé Canal+ en Suisse pendant 10 ans. Et en novembre dernier, il a annoncé passer la main. À vous, Myriam Rakib. Alors, on va parler de vos projets. Mais avant, ça vaut la peine d'expliquer ce que c'est que Canal+. On a beaucoup parlé dans la première partie comme d'une chaîne de télévision, mais ce n'est pas seulement ça. Et d'ailleurs, qui sont vos clients et combien en avez-vous en Suisse ? Alors, c'est une excellente question. Alors, déjà, je vais commencer par qu'est-ce que Canal+. Alors, la vision un peu ancienne de Canal+, c'est une chaîne de télévision, comme vous l'avez mentionné. En fait, Canal+, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients jusqu'à 50 chaînes. Donc, des chaînes qui sont éditées par Canal+. On a la chaîne Canal+, Canal+ Sport. On a lancé d'ailleurs d'autres chaînes, Canal+ Grand Écran, tous les films qu'il faut avoir vus une fois dans sa vie. On a Canal+ Foot aussi. On a énormément de chaînes qui sont éditées. Ça en fait pas 50. Et donc Voilà, exactement. On a aussi d'autres chaînes comme Planète Plus, Polar, etc. Et puis ensuite, on va aller agréger des services ou des chaînes tiers. Donc, on va par exemple aller prendre les chaînes d'un éditeur. Je pense à Nat Geo, par exemple, qu'on va proposer. Je pense à Eurosport, qu'on va aussi proposer dans nos offres. Et puis, on va aussi proposer des services. L'année dernière, du coup, on a intégré notamment Paramount+.
le service de SVOD de Paramount. On a intégré Apple SVOD, TV. on va redire pour ceux qui ne sont pas pardon. spécialistes. Alors, SVOD, c'est en effet tout ce qui est vidéo à la demande, mais avec un abonnement. Donc, vous pouvez, en Suisse alémanique, souscrire à Paramount+, et avoir, un peu à la Netflix, finalement, tout le catalogue de Paramount+. On trouve aussi la RTS, on trouve aussi Carac, et donc B2B. Donc ça veut dire que vous êtes à côté de la télévision classique ou la production de films classiques, il y a une sorte de plateforme. Oui, alors on a des clients qui sont des clients uniquement de l'offre Canal, qui n'ont pas forcément un abonnement chez un opérateur. Et donc pour ces clients, on leur propose d'avoir toutes les chaînes finalement Mais donc vos clients, c'est les abonnés, et puis aussi ces autres réseaux, Paramount ou RTS ou Carac. Oui, alors mes clients, et après je parle plutôt de mes partenaires, plus que mes clients. Donc j'ai mes clients à qui j'offre finalement Combien un de clients service. en Suisse Je ne peux pas vous dire exactement, mais plusieurs centaines de milliers. De clients ou de partenaires? De clients, de partenaires, un petit peu moins. Et d'abonnés, vraiment? D'abonnés, on est sur une centaine de milliers. C'était 100 000, c'était l'objectif que Brice Domain, votre prédécesseur, visait pour fin 2019. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas là où vous aimeriez être? On est exactement là où on voudrait être. Ce qui a été hyper intéressant et ce qu'on voulait développer, c'est de devenir le partenaire des telcos. Et aujourd'hui, je suis on a un partenariat très fort avec Salt. Telco, c'est un mot très français. Oui, je suis désolée. Des opérateurs télécoms. Donc, on travaille avec Salt. On est vraiment un partenaire fort de Salt, un partenaire fort de Net+. Et puis, on a, ces dernières années aussi, énormément développé le partenariat qu'on a avec Swisscom. Donc, ce qui était important pour nous et ce qu'on a réussi, c'était deux choses. Être le partenaire des opérateurs télécommunications et devenir un agrégateur. Et ça, comme je vous l'ai dit, avec l'intégration d'Apple TV+, de Paramount+, et de HBO aussi cette année. D'ailleurs, HBO est maintenant disponible en exclusivité sur Canal+. Ça, on a réussi. Donc, on est dans une position aujourd'hui en Suisse romande qui est très, très bonne. C'est combien d'employés? On est alors une vingtaine d'employés. D'accord, il y a un chiffre d'affaires de l'ordre de grandeur, c'est... Un chiffre d'affaires qui est très intéressant. et à l'équilibre, avec une marge positive? Oui. Depuis déjà longtemps? Oui. Ça fait 10 ans, donc l'entreprise est bien installée. L'entreprise est bien installée, oui. Ouais. Est-ce que vous aviez un vrai concurrent à désigner? C'est forcément Netflix? Non. Non, aujourd'hui, on se positionne plus du tout comme étant un concurrent Netflix parce qu'on est dans un marché où, en fait, on sait que les clients ont plusieurs offres. Donc, ils vont avoir et Netflix et Canal+. La plupart de mes clients, d'ailleurs, de mes abonnés, ont Canal+. Donc, on se considère comme étant... Et d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est pas le cas en Suisse, mais en France, Netflix est intégré dans les offres. Donc, concrètement, j'ai pas vraiment de concurrent... Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai un concurrent, l'objectif, c'est d'en faire mon partenaire, en fait. Sur Netflix, on peut avoir des jeux vidéo maintenant depuis quelques temps, et il y en a de plus en plus. Un partenariat avec un éditeur de jeux et votre plateforme, c'est quelque chose que vous voyez dans l'avenir? C'est pas la priorité. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est surtout de se concentrer sur notre core business, qui est la télé. Vous avez beaucoup communiqué sur les séries HBO, et notamment la plus populaire, c'est Game of Thrones. Mais comment est-ce qu'on mesure l'impact d'avoir un tel accord de distribution? J'imagine que ça se quantifie, ça fait doubler les audiences, ça donne quel soutien à l'activité de l'entreprise? Alors, il y a plusieurs soutiens. Le premier soutien, c'est que ça augmente les ventes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une grosse cartouche, une grosse série, bien sûr, je vais avoir des pics de vente. Ensuite, je mesure aussi l'impact d'un partenariat comme cela avec l'audience, comme vous le disiez. Puis, Puis, c'est vraiment une audience qui est fidèle. Mais c'est un plus 25%, plus 50%. C'est quel ordre de magnitude? Ce que je peux vous donner comme ordre d'idée, c'est que Game of Thrones, ça va faire à peu près depuis le lancement que c'est le top des séries les plus consommées en minutes. D'accord. Donc, il y a aussi énormément de contenu. Mais voilà, HBO, c'est la deuxième plateforme la plus consommée. Il y a Canal+, et puis HBO.
Donc c'est un deal qui est important pour nous et qui est encore plus important cette année puisqu'on est exclusif sur les droits, ce qui veut dire que si vous voulez regarder Lord of the Dragons la saison 2, eh ben, ça sera sur Canal+, et uniquement sur Canal+. Des contrats d'1 an, plusieurs années, comment ça se passe? Alors, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est des partenaires, donc J'espère que ce soit durable. Parlons de vos projets, parce que on le disait en introduction, vous venez de prendre vos fonctions et dans le communiqué qui annonçait votre nomination, vous déclarez vouloir, je cite, continuer à développer la place de Canal+ comme acteur de la télévision payante et streaming incontournable en Suisse. On a parlé beaucoup de Suisse romande, j'ai l'impression. C'est le seul marché sur lequel vous pensez grandir, ou bien la Suisse alémanique, ça fait partie de vos objectifs? Non, alors un des grands changements qu'on a eu l'année dernière, c'est le fait un changement de rattachement. La Suisse était jusqu'à il y a peu de temps rattachée à la France et donc vue vraiment comme une extension de la France. Depuis quelque temps, depuis 1 an, on est rattaché maintenant à l'Europe centrale, à Canal+ International, mais à l'entité Europe centrale, et notamment à une entité dans laquelle on a l'Autriche, on a l'Allemagne, on a d'autres pays, la Roumanie, la République tchèque, etc. Mais du coup, il y a du contenu en allemand. Donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait potentiellement créer des synergies. Ça veut dire ouvrir un bureau à Zurich, à moins que vous soyez déjà à Zurich? On n'est pas encore à Zurich. Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à... Pour comprendre ce marché, vous avez expliqué tout à l'heure aussi que c'était d'expliquer aux Important Américains la France, et d'expliquer il faudrait un Suisse allemand dans l'équipe. il faudrait un Suisse allemand dans l'équipe. On va travailler de façon... c'est la culture alémanique. On l'a aussi grâce à nos... En fait, on va avoir une organisation d'art, donc Allemagne, Autriche et la Suisse. Donc, on s'appuie aujourd'hui beaucoup sur les équipes d'art. Et il faudra qu'on réfléchisse, si le moment vient un jour de se lancer en Suisse alémanique, à l'organisation qu'on donnera à nos équipes. Vous avez évoqué des partenaires importants comme Salt et aussi Swisscom. Vous continuez à travailler avec eux, vous envisagez d'élargir à Sunrise, qui est l'autre grand acteur du pays? Oui, bien sûr. On a aussi un beau partenariat avec Sunrise. Sunrise, c'est en fait le premier partenaire avec qui on a lancé des offres. Donc, on travaille aussi très bien avec Sunrise. Donc, bien sûr, on travaille avec tout le monde. On est l'ami des opérateurs télécoms. Est-ce que vous financez des productions en Suisse? Est-ce que la Lex Netflix vous a impacté? Alors, elle va nous impacter, mais honnêtement, alors c'est pas fait à partir du bureau suisse, mais c'est fait à partir du bureau en France. Il y a déjà beaucoup de coproductions et de productions qui sont faites en Suisse ou avec des réalisateurs suisses. Donc c'est pas nouveau pour nous. Il va peut-être y avoir une petite réorganisation parce que la Lex Netflix impose des critères qui ne sont pas forcément ceux qu'on s'applique aujourd'hui, mais ce n'est pas tout nouveau pour nous en fait. Donc, Et comme nouvelle directrice, vous évoquez la Suisse alémanique, donc forcément un marché beaucoup plus grand en termes de téléspectateurs potentiels. Vous avez quel objectif de croissance pour 2024 ou 2025 ? Ça, pour l'instant, c'est pas des choses sur lesquelles je peux communiquer. J'imagine que c'est 1 chiffre, 2 chiffres. On a toujours des ambitions très fortes. Très fortes. À propos d'ambition, ce sera la dernière question de cette deuxième partie. Canal+ est aujourd'hui une entreprise qui est intégrée au groupe Vivendi, mais il est vraiment maintenant assez clairement cas d'un Big Bang. Ça a été évoqué mi-décembre où le groupe pourrait mettre Canal+ en bourse dès cette année. Et le but, c'est de développer l'international. Ça tombe bien, on est en Suisse. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une excellente nouvelle. Nous, on le voit avec un très bon œil. Pour nous, ça veut dire qu'on va vraiment valoriser Canal+ en tant que société. Et du coup, on va avoir des opportunités, bien sûr, avec si ça se concrétise, ça développera des opportunités pour nous.
Myriam Rakib, pour terminer cette émission, difficile de ne pas évoquer vos séries cultes. Êtes-vous plutôt Alors, premier choix plutôt politique aux États-Unis, on en a parlé. Vous êtes plutôt The West Wing à la Maison Blanche en français ou House of Cards? House of Cards, 24 heures chrono ou le bureau des légendes? Bureau des légendes. Un peu plus british, chapeau melon et bottes de cuir ou amicalement vôtre? Amicalement vôtre. Plus suisse pour terminer, quartier des banques ou Wilder? Quartier des banques, je pense. Merci beaucoup Myriam Rakib Merci à vous. d'être passé aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous de m'avoir reçu, puis merci à tout le monde. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien, à bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.